ça va commencer. On est quel jour ? On est le 31 octobre, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue si vous la découvrez, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes dans votre meilleur endroit avec votre meilleure glace Ben & Jerry's Cookie Dough, parce que je suis désolé, c'est la meilleure, on peut débattre, c'est pas un souci, on débattra. J'ai tous mes arguments prêts pour débattre sur ça, mais on est Halloween, j'avais prévu de faire une vidéo, j'avais prévu à la base, je vous avais demandé si ça vous intéressait, ça vous intéresse. J'ai prévu une vidéo pour Halloween, une vidéo toujours un format audio, étant donné les qualités médiocres de montage que je possède, mais on fait avec ce qu'on a, on fait avec nos compétences, et j'espère que le résultat va être à la hauteur de mes attentes, parce que je suis pas certain, tu vois, qu'il y a beaucoup d'attentes dans le monde pour la vidéo Halloween de la chaîne Hale. Je pense que globalement, beaucoup de gens s'en tapent. J'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes, donc. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait plaisir, tout le monde dit ça, mais moi, là pour le coup, c'est vraiment, c'est vrai, parce que je pense qu'on va passer un bon petit paquet de temps ensemble. J'anticipe, on verra à la fin, dans tous les cas, je ne modifierai pas cette prévision, je pense que cette vidéo va faire approximativement 45 minutes. Si c'est le cas, bah, vous l'avez sur le timecode, si c'est pas le cas, prédiction ou pas prédiction? Bref, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cet épisode d'Halloween. Est-ce qu'on sait déjà d'où vient Halloween, tu vois? Je me suis posé cette question, et d'ailleurs, justement, si vous voulez le découvrir, ça se passera en fin de vidéo, ça se passera dans la dernière partie de la vidéo. La vidéo va se décomposer en vidéo. Faut que j'arrête de dire vidéo, c'est pas une vidéo, c'est un podcast, c'est un format audio. Le format audio va se découper en... Putain, je suis en forme. Va se découper en 3 parties. 2 parties qui seront histoire, thread d'horreur, un peu comme d'habitude, sauf que pas comme d'habitude. Vous allez voir, il y a une petite spécificité, ça va être intéressant, et j'espère peut-être que vous la noterez. Et la 3e partie, ce sera justement un conte et légende. J'ai jamais fait, et moi j'adore ça, j'adore ça vraiment, les contes et légendes. Quand j'étais petit, j'en lisais beaucoup, et ça va être un conte et légende autour de l'origine d'Halloween. Alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent, peut-être que non, moi dans tous les cas, je n'étais pas au courant de l'histoire qui va suivre, et notamment, je vous ai trouvé une petite pépite qui date du 19e siècle. Je pense que ça va être cool. Voilà. C'est la première fois que je tease autant avant une vidéo. Si c'est pas ouf, vous avez le droit de le dire aussi, évidemment. C'est pas un souci. J'espère que vous allez bien dans tous les cas, que votre week-end s'est bien passé. En général, je vous demande comment votre semaine s'est passée. Bah là c'est le week-end, puisqu'on s'est déjà vu, on s'est déjà écouté le samedi 29. Là on est le 31. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que cette journée de travail du lundi n'était pas trop épuisante. Et si elle l'était, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça veut dire que vous avez été stimulé, et c'est pas mal. Si c'est pas le cas, reposez-vous, posez-vous et écoutez ce magnifique épisode, tout simplement. Ça me fait plaisir, je suis content. Et bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, et je pense que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathieu, enchanté, je suis étudiant, et ce projet Hale, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée à la base pour m'améliorer sur la prise de parole, et aussi pour me donner un projet sur lequel travailler et voir grandir. C'est ça vraiment qui me motive, et notamment dans les prochains mois, prochaines semaines, on va intégrer un format carnet de voyage. Donc si vous êtes intéressé par le voyage, vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par un retour d'expérience sur le voyage tout seul, parce que ça concerne le voyage tout seul, bah écoutez, vous êtes au bon endroit, ça va arriver bientôt. Et aussi un format documentaire qui va bientôt sortir avec un premier épisode dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc enchanté, bienvenue ici, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir encore une fois. Et puis ceux qui nous connaissent déjà, bienvenue sur la vidéo, si on peut dire, bienvenue sur cet épisode. J'espère que vous allez prendre du plaisir, que vous allez frissonner. Je vais pas beaucoup parler cette fois-ci parce que ça promet d'être un épisode assez long. Et puis je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Je vous ai dit que cet épisode allait être en 3 parties différentes. On commence par la première, évidemment. Oui, ça se tient. Ça se tient. Et l'histoire par laquelle on va commencer justement, c'est celle d'Ilana. On a très peu d'informations sur elle, et notamment on ne connaît pas son âge, mais dans l'histoire, Ilana nous raconte que lorsqu'elle avait 19 ou 20 ans, elle était amie avec une autre fille qu'on appellera Jen. Jen, c'est une fille qui est très seule, elle n'a pas énormément d'amis, et ses parents, de ce que nous raconte Ilana, et ce sont ses mots, donc je les mets entre guillemets, c'est vraiment des mauvais parents.
C'est horrible et ça devrait pas arriver, mais sa mère se révèle souvent très dure verbalement avec elle, employant des insultes régulièrement, et son père c'est plutôt simple, il se soucie d'absolument rien, et en particulier pas de sa fille. Ilana, elle pense que le manque d'amour de Jen durant sa jeunesse se traduit aujourd'hui par une recherche constante d'amour, une recherche constante d'affection, d'attention, tout ça, et ça la pousse de manière presque compulsive à rencontrer des hommes sur des applications de rencontres. Alors attention, il n'y a rien de mal à ça peut être une très bonne manière de rencontrer des nouvelles personnes pour certains, mais dans le cas de Jen, c'est le fait que les hommes qu'elle date, ils ne sont jamais très classiques, on dira, qui gênent un peu Ilana. Et pareil, elle prend pas vraiment de précautions, c'est-à-dire qu'elle a aucune appréhension à les rencontrer en face à face, même si ça fait 2 jours qu'ils parlent. Et ça, c'est ce que Ilana dit. Moi, en vrai, je trouve que ça va. Tu vois, faut prendre des précautions quand même. Faut pas se fier à tous les inconnus qu'on rencontre, mais je préfère voir les gens en vrai. Tu vois, si je rencontre quelqu'un par internet, je me dis si on peut vite se voir, c'est cool parce que le contact humain, c'est quand même plus. T'apprends plus de choses sur une personne quand tu la vois en vrai. Je pense qu'on est d'accord. Bref, Ilana nous raconte que son amitié avec Jen, elle est assez étrange dans le fond. En fait, il y a des moments où Ilana trouve Jen plutôt désagréable, mais en même temps, elle sent extrêmement mal pour elle étant donné sa solitude, son manque d'amis et forcément aussi le manque d'amour dont elle souffre depuis son enfance. Du coup, il y a des moments où objectivement, Ilana n'a aucune envie de voir Jen, bon ça, pourquoi pas, tu vois, et d'autres où elle accepte de sortir avec elle, ça reste son amie quand même, et je peux pas m'empêcher de me dire quand même que c'est un peu étrange comme amitié, parce que si la personne, tu l'aimes pas tant que ça, pourquoi être ami? Une amitié, ça se construit sur une relation réciproque, c'est un peu comme de l'amour, c'est, d'ailleurs, moi je fais partie des gens qui pensent que justement l'amitié est une forme d'amour, et pareil, on peut en discuter, mais donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'être ami si justement y a une partie du temps où en fait la personne t'as pas du tout envie de la voir? Je sais pas, c'est une question qu'on peut se poser, mais pour le coup Ilana nous dit que lorsque les deux amies sont toutes les deux ensemble, juste toutes les deux, Jen est très sympa, normal, et c'est très agréable d'être avec elle quand même, et ça fait aussi chaud au cœur de voir qu'elle est si heureuse de passer du temps avec une amie. Ilana et Jen partagent un groupe d'amis en commun, et Jen est justement très active dans ce groupe, elle cherche souvent à réunir du monde, à essayer de faire que le groupe se voit, communique, et il y a souvent quelqu'un qui a ce rôle dans le groupe d'amis, chez eux, c'est Jen qui l'endosse. Honnêtement, ce groupe d'amis est hyper sympa, du point de vue d'Ilana en tout cas, tout le monde s'entend hyper bien, et ensemble ils s'amusent énormément, que ce soit simplement pour boire un verre, pique-niquer, ou encore sortir se balader, c'est toujours un bonheur pour eux de se réunir. Et notamment, Ilana nous dit que depuis que Jen a rejoint ce groupe, ça saute aux yeux, qu'elle est plus heureuse, je fais la liaison pour qu'on comprenne que c'est pas elle est plus heureuse, elle est plus heureuse, vous voyez ce que je veux dire, plus joyeuse, et Ilana se dit que c'est pas forcément très étonnant parce que le reste de son environnement, c'est son père mentalement et émotionnellement absent, et sa mère qui passe son temps à l'insulter. Donc avoir un environnement sain et bienveillant autour d'elle, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. On rentre dans le vif du sujet, un jour, sans cri égard, Jen annonce au groupe qu'elle a un petit ami. Pour être tout à fait franc, tout le monde est un peu surpris, parce que même s'ils sont au courant qu'elle rencontre beaucoup de garçons en règle générale sur des applis de rencontre, personne ne savait qu'elle fréquentait réellement et fréquemment quelqu'un. Donc pour le coup, c'est vraiment cool. Tout le monde lui pose des questions sur ce petit ami, tout en espérant qu'il soit bien pour Jen. Évidemment, c'est quelque chose que tu as envie d'avoir. Tu veux que la personne avec qui ton ami passe du temps, elle soit bien pour elle. Et quelques jours plus tard, Jen propose au groupe d'amis de tous passer la journée ensemble, journée qui pourrait être aussi une occasion de rencontrer Stan, qui est donc ce fameux copain. Globalement, tout le monde accepte, parce que ça fait plaisir à tout le monde de se voir en une journée, et en fait, pas forcément pour rencontrer du coup Stan en particulier, parce que, en fait, pour eux, Stan, ça va juste être un garçon comme tous les autres que Jen a ramené jusque-là, à savoir une passion temporaire. Donc, il lui donne pas long feu, je sais pas si ça se dit, mais tout le monde ne mise pas sur une histoire qui va durer très longtemps. Le jour en question vient, et tout le monde se sent globalement pas hyper à l'aise avec Stan. On pourrait dire que c'est inexplicable parce que normalement il n'y a pas de raison qu'une nouvelle rencontre soit un moment désagréable, mais en réalité, ça peut arriver de se retrouver avec des personnes avec qui sur le plan de la personnalité tu sens que ça fit pas. Et bien là c'est un euphémisme de dire ça puisque en fait Stan est plutôt même désagréable. Il ne lâche presque pas un mot, il ne regarde vraiment aucun des amis d'Ilana et Jen, et lorsque Jen fait des blagues et s'amuse, il la regarde fixement avec un air de jugement apparent. Maintenant, je sais très bien que quand t'es timide, tu peux avoir du mal à t'intégrer dans une conversation, à regarder les gens dans les yeux, à être à l'aise, quoi. C'est normal pour beaucoup de gens, et moi le premier d'ailleurs. Rencontrer de nouvelles personnes, c'est un challenge. Ça met plutôt dans l'inconfort parce que on va rencontrer quelqu'un dont on ne sait rien. Donc, ça peut être une définition de la sortie d'une zone de confort justement. Or là, on parle absolument pas de ça. On parle d'une personne, donc Stan, qui ne semble pas mal à l'aise, mais juste pas content d'être là, qui ne montre aucune tentative d'intérêt à Ilana et ses amis.
Et donc le problème, c'est même pas de ne pas avoir envie d'être là, c'est juste de l'afficher sans aucune retenue, parce qu'objectivement, si t'as pas envie de rester avec certaines personnes, t'es pas obligé de venir. Et donc t'es pas obligé non plus de rester. Tu peux prétexter que ta grand-mère a un problème et bim, tu filoches, tu vois. Donc vous l'avez compris, la présence de Stan n'est pas très agréable pour tout le monde, en plus du fait qu'Ilana a un très mauvais feeling envers ce garçon, qui ne montre clairement aucun signe d'affection envers son ami, et qui donne globalement l'impression de n'en avoir rien à faire de Jen. Au fur et à mesure que les jours passent pendant ce début de relation entre Jen et Stan, Jen aborde plusieurs fois le sujet de son petit ami et mentionne à quel point Stan n'aime pas Ilana. C'est assez étrange quand même, c'est même pas qu'il a pas d'avis sur elle, c'est qu'il peut pas l'avoir, il l'aime vraiment pas, et ce qui est étrange justement, c'est qu'Ilana, c'est extrêmement rare qu'elle ne s'entende pas avec quelqu'un, et surtout avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas très bien. Par ailleurs, sa personnalité fait qu'elle est toujours polie, respectueuse, et qu'elle sourit beaucoup à tout le monde au moment de la rencontre, et justement, Stan ne fait pas exception, mais pour des raisons obscures, il déteste Ilana. Il affirme qu'Ilana ne côtoie Jen que pour son argent, ce qui est absurde étant donné qu'Ilana paie énormément de choses à Jen, ce qui ne la gêne pas du tout par ailleurs, mais elle trouve du coup que ce genre d'affirmation c'est un peu gros quoi. Après avoir parlé longuement de ce sujet avec Jen, sujet qui à la fois intrigue et agace Ilana, la conclusion de celle-ci c'est que Stan essaie tout simplement de trouver des raisons pour pousser à Jen de couper les ponts avec Ilana, mais on ne sait pas pourquoi. Autant dire qu'Ilana a un très mauvais feeling envers Stan, et ça peut se comprendre si en plus on additionne ça au fait qu'il ne sourit absolument jamais, qu'il sent en permanence la bœuf, et qu'il ne prend même pas la peine de saluer Ilana et ses amis quand il les croise, on peut comprendre qu'Ilana ne le sente pas. Les mois passent, et Ilana est convaincue que Stan est vraiment toxique pour son ami Jen, étant donné qu'il passe manifestement beaucoup de temps à tenter de convaincre Jen que Ilana est une mauvaise personne, une mauvaise amie, qu'elle a un impact très néfaste sur elle, et qu'en gros Jen doit arrêter de la côtoyer. Et le problème c'est que Jen est extrêmement amoureuse de Stan. Et peut-être que vous allez me dire comment c'est possible, avec la description qu'on fait de ce gars, comment c'est possible d'être aussi amoureux de lui, mais en fait en réalité, s'il y a bien quelque chose qui est difficile à expliquer dans ce monde, c'est les sentiments et surtout l'amour. Et souvent, une personne n'est pas comme elle est avec le reste du monde quand elle se trouve juste avec son copain et sa copine. Ça peut être chiant, mais c'est la réalité, ça arrive très souvent. C'est assez déroutant, mais je pense que c'est plutôt normal. Toujours est-il que Jen est très amoureuse de Stan et qu'elle commence à faire ce qu'il lui demande, à savoir limiter ses contacts avec Ilana, donc il y a manifestement une influence de Stan sur Jen. De même, Jen commence à cacher Ilana de Stan. Par exemple, bien que ce soit moins souvent lorsque les deux amis se voient et que le copain de Jen l'appelle, Jen ment et répond qu'elle est seule. Lorsqu'elle sort avec son groupe d'amis, Stan lui fait jurer qu'Ilana ne sera pas présente. Ou encore, lorsque Jen amène Stan à des sorties de groupe ou même que les amis se réunissent chez Jen, cette dernière dit à Ilana de pas venir, tout simplement. En gros, Ilana nous dit que Jen ferait n'importe quoi, que lui demanderait son copain par amour, si on peut le dire, et par peur de le perdre en fait. Bon, on comprend qu'il y a clairement quelque chose d'étrange avec Stan, et que du point de vue d'Ilana en tout cas, son influence sur Jen est désastreuse, mais c'est vraiment maintenant qu'on passe de l'étrange au franchement flippant. Un jour, Jen appelle Ilana et lui dit qu'elle aimerait bien qu'elle vienne chez elle pour se voir et passer un peu de temps ensemble. Et donc Ilana accepte, et son ami vient la chercher en voiture, les deux se posent sur le canapé, elles regardent la télé pendant une trentaine de minutes, jusqu'au moment où elles se disent qu'il fait quand même bien beau dehors et que ça pourrait être une très bonne idée de sortir. Elles décident donc de sortir se promener avec les deux chiens de Jen dans un petit parc juste à côté, et le programme c'est justement de balader les chiens puis d'aller manger un bout en ville. Soudain, alors qu'elles sont en train de marcher, le téléphone de Jen se met à sonner. Et à ce moment du récit, il convient de faire une précision, c'est que Jen n'est absolument pas une personne discrète, elle l'a jamais été, et elle ne s'est en particulier jamais, mais alors jamais, éloignée pour prendre un appel téléphonique. Pourtant, au moment où elle reçoit cet appel, elle s'éloigne à la hâte d'Ilana, à une distance assez importante d'où elle peut être certaine de ne pas être entendue. C'est bizarre, mais sur le moment, manifestement pas assez pour qu'Ilana lui demande « mais tu fais quoi, tu vois ?» Et Jen parle environ 5 minutes au téléphone, et lorsqu'elle raccroche, elle rejoint son amie avec, sur le visage, une mine un peu étrange. Comme si elle s'empêchait volontairement de sourire, et arrivée au niveau d'Ilana, elle lui dit « bon, il faut que je te ramène chez toi maintenant ». Clairement, il y a un truc bizarre dans cette déclaration, parce qu'elle sort un peu de nulle part déjà, et en fait on pourrait clairement émettre l'hypothèse qu'elle a un lien avec le coup de fil que Jen a reçu quelques secondes plus tôt, et puis en plus de ça, ça ne fait qu'une heure qu'elles sont ensemble. Normalement, elles passent la journée entière toutes les deux, et Jen n'a jamais vraiment demandé en fait à Ilana de rentrer chez elle depuis qu'elles se connaissent,
Et c'est même l'inverse, elle lui demande souvent si elle peut rester dormir parce qu'elle ne veut pas être seule. Bref, toujours est-il qu'Ilana accepte, et les deux filles se dirigent vers l'appartement de Jen, où elle dépose les deux chiens avant de monter dans sa voiture, et de partir pour du coup que Jen ramène Ilana chez elle. Il y a une ambiance un peu étrange dans la voiture. Jen, qui parle beaucoup normalement, est plutôt silencieuse, mais elle ne semble pas contrariée ni préoccupée, mais seulement concentrée, en fait, comme si elle avait quelque chose d'important dans la tête. Au bout d'une dizaine de minutes, Ilana se rend compte qu'elle ne les dirige pas en direction de chez elle, et naturellement, elle demande à Jen on va où là? Et pour seule réponse, Jen se contente de sourire malicieusement, comme une enfant, qui a fait quelque chose et qui le cache délibérément. Ilana répète sa question, cette fois accompagnée d'un rire nerveux, puisque ce genre d'attitude ne ressemble pas du tout à son amie. C'est une situation qui ne lui est jamais arrivée, de se retrouver dans sa voiture sans savoir où elles vont, sans aucune raison apparente. Elle lui dit allez, c'est sérieux, on va où? Et toujours son sourire aux lèvres, Jen garde le silence. Sauf que là, il y a quelque chose qui interpelle Lana. La zone vers laquelle Jen conduit est celle où habite son petit ami Stan. Et là pour le coup, Ilana commence à flipper et elle lui redemande une dernière fois avec un mélange de rage et d'inquiétude dans la voix où elle est en train de l'emmener. Cette fois elle obtient une réponse, mais une réponse qui lui glace le sang. Stan veut te parler. À ces mots, les battements du cœur d'Ilana s'accélèrent subitement. Il est hors de question qu'elle se retrouve seule avec le garçon qui est peut-être la personne qui lui inspire le plus de négatif qu'elle ait rencontré. Ilana ordonne à Jen de la laisser sortir de la voiture, sauf que son sourire malicieux de tout à l'heure paraît bien plus malsain. Il est toujours collé à son visage et Jen lui répond que tout va bien et que Stan veut juste discuter avec elle. Ilana est furieuse et en même temps elle a la peur qui monte parce que ça n'a aucun sens que ce gars qui a l'air de vouloir tuer quelqu'un, ça c'est ses mots aussi, et qui accessoirement passe la majorité de son temps à cracher sur elle, veuille discuter avec elle. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas juste lui parler au téléphone? Pourquoi il a cruellement besoin qu'elle se rende dans son appartement? Ça n'a absolument aucun sens et Ilana a le sentiment que si elle monte dans cet appartement, elle sera en danger. Donc forcément elle insiste, elle ordonne de nouveau à Jen de la laisser descendre de la voiture, et cette fois-ci son ami, qu'on peut mettre entre guillemets parce que c'est quand même très flippant comme comportement envers une amie, verrouille les portes de la voiture. Heureusement Ilana connaît très bien la voiture de Jen, elle sait pertinemment que la porte passager peut être déverrouillée à la main en tirant sur le loquet. En revanche, on est maintenant qu'à une petite dizaine de minutes de chez le copain de Jen, donc il va falloir prendre une décision rapidement. C'est totalement ce que fait Ilana qui attend le prochain feu rouge pour saisir le portefeuille de Jen, prendre sa carte de bus, déverrouiller le loquet et elle descend à toute vitesse de la voiture. Clairement, à ce moment-là, elle n'a aucune idée d'où elle est et tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit s'en aller le plus vite possible. Jen lui hurle dessus pour qu'elle revienne et évidemment, Ilana ne se retourne pas et l'ignore complètement et dans un juron enragé, Jen démarre furieusement. Ilana bloque directement son numéro de téléphone et fait de même sur les réseaux sociaux et prévient ses amis forcément que Jen est manifestement devenue tarée. Et c'est triste, mais depuis ce jour, elle n'a plus aucune nouvelle de Jen. Et pour conclure, elle nous dit qu'elle ne sait pas trop ce qui se tramait ce jour-là, mais qu'elle est certaine que le copain de Jen lui aurait fait du mal si elle avait accepté de se rendre dans cet appartement. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, et directement j'aimerais bien avoir votre avis. Parano, pas parano, est-ce qu'il allait vraiment se passer quelque chose de sombre dans cet appartement? Ça m'intéresse d'avoir votre avis, et je vous donne le mien en retour pour le moment. Je pense pas parano. Pour moi, elle a bien fait de s'en aller de cette voiture. Après, je suis biaisé, parce que forcément, j'ai lu l'histoire d'Ilana sur Reddit, et que de la manière dont elle le raconte, il allait se passer quelque chose de mal. Mais donc, peut-être que vous n'avez pas le même avis, vous qui écoutez justement moi raconter cette histoire. Cette histoire, elle fait plutôt partie des récits qui ont de la tension, plutôt que extrêmement effrayants. J'entends par là qu'il se passe pas quelque chose d'horrible dans les faits, puisque en général, typiquement les traits d'horreur, il peut se passer des choses vraiment sales, sauf que moi ça fait partie des histoires que je préfère, parce que j'aime mieux la tension que, entre guillemets, le gore, ou le macabre, parce que justement, l'imagination fait beaucoup plus son travail lorsqu'il y a juste de la tension et qu'il ne s'est rien passé en tant que tel, et puis surtout parce que c'est triste en fait le macabre, tout simplement. Et nous on ne veut pas être triste, on veut être effrayé si on veut. Bref, on comprend pas pourquoi Stan est en Ilana, peut-être pour rien. Et j'ai réfléchi un peu et je me suis dit il y a une théorie qui peut être extrêmement tirée par les cheveux, mais qui pourrait, pourquoi pas, être valable. Je vais essayer de bien la mettre en forme et de vous la décrire comme elle s'est présentée dans ma tête. En gros, on va se faire l'avocat du diable. C'est-à-dire se mettre du point de vue de Stan ou du point de vue de Jen, en gros des personnes qui sont dans cette histoire flippante.
On pourrait se dire que on n'a pas l'impression qu'Ilana considère Jen comme une bonne amie. On a l'impression qu'elle la considère comme une personne qui lui fait de la peine. Au début de l'histoire, il y a quand même des signes, et je l'ai souligné, que l'amitié n'est pas très saine entre les deux. Après, ça s'améliore un peu dans l'histoire, notamment quand intervient le groupe de personnes, mais dans le fond, on a l'impression que c'est une amitié un peu bancale. Et peut-être que justement ça, si on se fait l'avocat du diable encore une fois, Jen le ressent et en souffre. Peut-être qu'elle a beaucoup d'admiration et beaucoup de sentiments pour Ilana qui ne sont pas réciproques. Et comme je vous le disais, on parle pas de la même manière à son ami qu'à son copain. En tout cas, j'imagine que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Et il suffit que Jen se livre totalement à Stan en disant que ça la fait souffrir, qu'Ilana justement ne la considère pas pour ce qu'elle est vraiment pour elle, c'est-à-dire une amie, et que du coup, elle dépeigne, sans le vouloir, un portrait assez négatif d'Ilana finalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça voudrait dire que Jen ne parle pas d'Ilana dans des termes très avantageux. Et pour peu que Stan soit un peu chelou déjà, le fait de voir que la personne de laquelle il est amoureux souffre à cause d'une autre personne peut expliquer la haine qu'il aurait envers Ilana. Voilà. C'est la théorie tirée par les cheveux, je pense pas que ce soit la plus probable, clairement. Je vous le dis, je pense pas que ce soit la plus probable, pour moi il y a juste quelque chose de l'ordre de psychologique, dans le cas de Stan, qui est juste flippant, et je pense que la raison pour laquelle il n'aime pas Ilana est juste inconnue. Mais c'était une théorie qui valait le coup d'être énoncée. Forcément, l'imagination veut qu'Ilana ait échappé à un truc horrible, peut-être un rite satanique, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, Stan, c'est un mec qui fait ce genre de truc, tu vois. Pour moi, Stan, comme il est décrit dans l'histoire, je pense qu'il égorge des coussins et qu'il prie les dieux ancestraux de l'antipathie. Je pense vraiment qu'il y a un bail dans le genre. Et quand il pense Stan, qui est d'ailleurs un nom totalement arbitraire, et je viens de m'en rendre compte, c'est à une lettre de Satan, tu vois. Voilà, Halloween, hein. Je pars un peu loin. Bref, dans tous les cas, ouais, malheureusement, Jen n'a pas l'air d'être stable du tout, et c'est sûrement pas de sa faute, mais peut-être qu'au final, c'est une amitié qui aurait dû se terminer un jour ou l'autre. Donc, j'espère dans tous les cas que Ilana va bien et que Jen, il ne lui est rien arrivé, finalement. Tout simplement. On attaque maintenant avec la deuxième histoire, qui est plutôt longue. Elle a un nom, cette histoire, elle a été nommée par la personne qui la raconte. See You Soon, elle s'appelle. Je vous mettrai le lien en description parce que je pense qu'elle vaut vraiment le détour, et puis de toute façon on en parlera juste après. Mais donc j'attaque. Il va y avoir un ton un peu lourd sur cette histoire parce que malheureusement le contexte fait qu'elle est un peu triste, mine de rien. Vous savez que j'aime pas forcément les histoires tristes, mais en tout cas le moment où elle se passe, malheureusement pour la personne qui le vit, est triste, et vous allez très vite le découvrir parce que c'est l'histoire de John. John commence justement son histoire tristement puisqu'il nous partage qu'il y a 2 ans, il a perdu la personne qui comptait le plus dans sa vie, à savoir sa fiancée Mandy. À bientôt, c'est les derniers mots qu'il a entendus d'elle ce mardi où elle a quitté leur appartement pour se rendre au travail, et c'est les derniers mots qu'elle lui a dit, et depuis il est privé de sa présence, et son absence, faut le dire, le hante jour et nuit. Donc clairement, il savait pas que c'était possible de succomber à une crise cardiaque à 27 ans lorsqu'on est une jeune femme en bonne santé, mais il faut croire que si, selon le médecin, puisqu'un arrêt cardiaque sur 5 apparemment survient avant l'âge de 40 ans. Et il a juste entre guillemets pas de chance, c'est un euphémisme de dire ça, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui, et c'est arrivé à Mandy. Vous en doutez, c'est une période extrêmement sombre que vit John, et ce serait un euphémisme encore une fois de dire qu'on ne peut le souhaiter à personne, et toutes ces pensées le ramènent toujours à la même réflexion. Si seulement elle avait pu prendre l'habitude d'aller à son travail en empruntant une rue plus fréquentée plutôt que cette petite ruelle sombre, si seulement elle avait eu le temps de dégainer son téléphone et d'appeler à l'aide, si seulement, c'est ces 2 mots qui ne quittent pas John, et son deuil, comme on peut l'imaginer, est long, horriblement difficile et douloureux. John et Mandy avaient pas mal de projets, notamment celui d'ouvrir une pâtisserie ensemble, puisque John rêve depuis plusieurs années de se lancer à son compte, de créer son entreprise, mais dans l'état où il ne se sent absolument pas capable de créer cette pâtisserie sans elle, et plus généralement, toutes les choses qui lui rappellent Mandy le font souffrir, lui provoquent ce pincement de cœur qu'on connaît bien après une rupture, et sauf que ni John ni Mandy n'a choisi cette rupture. Donc je suis désolé si le ton est vraiment lourd encore une fois, mais le récit de John est vraiment poignant parce qu'il est empreint de tristesse et de mélancolie, et on peut que avoir de la compassion pour lui. Donc grosse force à toi John, déjà en plein milieu de l'histoire. John nous décrit que sans s'en rendre compte vraiment, son appartement s'est petit à petit transformé en une sorte de sanctuaire de leur relation, et son quotidien s'est peu à peu transformé en
Aller au travail et faire des journées de 10 heures en tant que manutentionnaire de colis, rentrer chez lui et se plonger dans les souvenirs qu'il a de Mandy, donc dans des photos, des vidéos d'elle, dans ses musiques, dans ses livres. Et le soir, avant d'aller dormir, il regarde souvent ses films préférés, donc les films préférés de Mandy, avec un grand verre de vin, jusqu'à ce que l'effet de l'alcool autorise son esprit à vagabonder en dehors de ses pensées habituelles. Donc il faut comprendre qu'à ce moment-là, il n'y a que l'alcool qui lui permet d'un tant soit peu penser à autre chose qu'à Mandy et les souvenirs qui la ramènent à lui. Ce quotidien, cette immense difficulté qu'il a à faire son deuil, John la vit depuis maintenant 2 ans. C'est extrêmement long, 2 ans de malheur, c'est le quotidien de beaucoup de gens, et dans le cas de John, il compare sa consommation d'alcool et son chagrin, son deuil, au tonneau des Danaïdes. En gros, les vers, tout comme les choses qui pourraient lui faire penser à autre chose qu'à sa fiancée, tombent dans un tonneau percé et n'atteignent jamais la surface. Et tout ça, c'est une spirale infernale dans laquelle John s'enferme et qu'il est extrêmement difficile de surmonter, même si c'est possible, et le changement pour John, justement, il va venir de sa rencontre avec une certaine Christina. Leur rencontre n'a rien de bien surprenant, les deux se croisent souvent à la supérette du coin, ce qui fait que leurs visages leur sont mutuellement familiers, et un beau jour, Christina engage la conversation. Alors c'est pas incroyable comme conversation, mais Christina est agréable, elle est souriante, elle transmet beaucoup de joie dans sa manière d'être. C'est souvent comme ça en général, quand on connaît pas quelqu'un, il suffit d'un échange pour rompre la glace, et du coup les fois suivantes, les deux discutent et il y a naturellement un feeling entre les deux. Et il se trouve que de fil en aiguille, ils finissent par se côtoyer, et premier effet positif de Christina sur John, elle le fait sortir de son appartement, qui n'était vraiment plus facile depuis 2 ans, et qui permettait aussi de l'éloigner de son grand verre de vin quotidien. C'est ironique parce qu'apparemment, Christina comprend presque directement que John a un problème avec l'alcool, qu'il est alcoolique, alors que lui-même ne l'a jamais conscientisé, tout simplement parce qu'il était trop occupé à penser à totalement autre chose, évidemment vous savez quoi. Notamment, il ne comprend qu'au bout de leur 4e ou 5e rendez-vous que justement ces rendez-vous n'impliquent jamais d'alcool. Et ça c'est forcément extrêmement bénéfique, en plus du fait qu'il ne s'ennuie jamais avec elle, grâce à sa personnalité évidemment, mais aussi parce qu'elle met un point d'honneur à choisir des activités différentes à chaque fois. Ça c'est génial, ils ne s'ennuient jamais, ils font jamais la même chose, et c'est une très belle rencontre. Un jour par exemple ils vont à la fête foraine qui se trouve sur la plage, un autre c'est un pique-nique sur les hauteurs, parfois c'est autour d'une salle d'arcade de les accueillir, bref, Christina rivalise d'inventivité à chacune de leurs sorties. Dans le fond, le fait de fréquenter Christina fait beaucoup de bien à John et il recommence par moments à se sentir vivre, ce qui est une avancée énorme dans le process de deuil quel qu'il soit. Pourtant, même 2 ans plus tard, John ressent un certain sentiment de culpabilité à tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Il a des sentiments pour Christina et il a l'impression quelque part de trahir celle qu'il aime. Il ne sait pas réellement s'il peut vraiment se permettre d'entretenir une relation avec une autre femme. C'est aussi ça qui lui montre qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Le fait de s'autoriser à aimer quelqu'un d'autre et à pouvoir se projeter avec cette personne dans une relation amoureuse, pour certaines personnes, c'est le signe justement qu'on commence à passer à autre chose. Et vous avez peut-être déjà fait cette réflexion, et si vous ne l'avez jamais eu, ça m'étonnerait que personne n'ait cette réflexion un jour, ou alors juste les personnes différentes ne fonctionnent pas de la même manière, fonctionnent différemment, mais c'est quelque chose qui est assez commun. John nous raconte qu'il est extrêmement surpris, et parfois presque choqué de la manière dont Christina le comprend, et de l'empathie si puissante dont elle est capable à son égard, et le fait de se sentir compris et écouté lui fait énormément de bien. Ça saute aux yeux que Christina comprend que John a besoin de temps, et elle le prend, justement, elle prend ce temps, leur relation va doucement, comme laissant les démons de John disparaître peu à peu, à leur rythme. Il nous donne un exemple qui peut signifier insignifiant, mais elle ne lui a pris la main qu'à partir du 2e mois où ils se fréquentaient vraiment, alors que leurs excursions étaient plutôt fréquentes. Là, c'est moi qui parle, mais leur relation, je la trouve magnifique, comme ça, il y a une quiétude et une patience tellement apaisante, en tout cas dans ce que dit John, qui semble émaner de Christina. Ça ne peut que lui faire du bien, et cette histoire, elle est extrêmement poignante, et ça fait du bien de voir qu'il y a une amélioration, justement. Et il y a une amélioration. Un beau jour, un peu plus tard, dans ce début de relation, Christina débarque chez John sans prévenir, de manière totalement inattendue, avec à la main des sacs poubelles et des affaires ménagères, donc en gros un gros kit de nettoyage. Le message est plutôt clair, il est temps de débarrasser l'appartement de John des reliques de son amour pour Mandy, qui malheureusement font partie intégrante de son environnement et donc de son quotidien, et qui lui rendent le deuil au final plus difficile, parce qu'il ne se permet pas de penser à autre chose. Et justement, ce mouvement de Christina d'essayer de nettoyer son appartement de tous ses souvenirs, c'est pas du tout une démarche égoïste qui serait de dire on est en couple, on est ensemble et en fait t'es toujours focalisé sur la femme que tu aimais avant. C'est justement pour aider John à avancer et à ne pas se focaliser sur les souvenirs de Mandy à longueur de journée. Et en voyant Christina, l'air déterminé et ses affaires de nettoyage en main, John comprend qu'il est temps.
Après 2 belles journées de rangement intense et en émotion, son appartement reçoit son premier vrai nettoyage depuis l'accident. Lorsqu'il est trop difficile de se débarrasser de certains objets, c'est Christina qui le fait à la place de John, avec son accord bien entendu. Au final, ce qui reste, c'est une photo qui conserve les souvenirs de celle qui fut le personnage principal de la vie de John, de leur bonheur et de leurs rêves en commun. Au début, le fait de conserver ce cadre continuait à provoquer un pincement de cœur chez John, mais petit à petit, cette douleur finit par s'atténuer jusqu'à ne plus la ressentir, comme s'il acceptait désormais le passé, prêt à aller de l'avant, justement. Et il nous décrit ce moment de sa vie comme celui où il a l'impression qu'après avoir été privé d'air pendant 2 ans, il peut enfin respirer. C'est comme s'il venait finalement de se réveiller d'un très long cauchemar, et cette sensation de plénitude qu'il éprouve est juste incomparable par rapport à tout ce qu'il a vu, et tout ce qu'il a vécu en tout cas ces dernières années, indescriptible. Et il nous confie qu'il est extrêmement reconnaissant envers Christina de ne pas l'avoir regardé comme l'homme manifestement alcoolique et dépressif qu'il était lorsqu'ils se sont rencontrés, mais comme la personne qu'il est vraiment et au fond qu'il deviendrait en réussissant à faire son deuil. Et c'est le cas. On est quand même dans un moment où il pense avoir réussi son deuil et il finit par renaître de ses cendres un peu si on peut dire. Vous vous en doutez, Christina et John sont heureux et ils finissent par emménager ensemble, donc félicitations à vous deux. Manifestement les bonnes habitudes des premiers jours ne se perdent pas puisque quelques temps après, Christina décide d'organiser une belle soirée pour eux deux. Elle emmène John à un magnifique concert à la bougie, puis ils s'en vont dîner dans un restaurant très romantique, bref, la soirée de rêve en amoureux et elle lève son verre. John est un peu surpris, il lui demande ce qui pourrait bien mériter une telle soirée et, un petit sourire aux lèvres, Christina porte un toast à la santé de la future entreprise de John. Même après tout ce par quoi notre amie est passée, elle sait que John a toujours rêvé de lancer son entreprise et c'est sa manière justement de lui montrer que John a tout son soutien, de le formaliser et de lui manifester qu'elle sera toujours là pour lui et tout au long de cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, une aventure qui promet quand même d'être difficile et incertaine. On le répète, mais John est extrêmement reconnaissant envers Christina pour son influence parce que sans elle, il ne serait sûrement pas encore sorti de sa dépression, il aurait eu encore moins le courage de lancer son propre business, de contacter les différentes personnes qui peuvent l'aider, de se rendre à d'innombrables conférences sur l'entrepreneuriat, toutes ces choses qui l'aident aujourd'hui à avancer sur ce chemin. Et au final, avec 2 autres entrepreneurs, John monte une petite boîte de conseils en informatique, ce qui est bien différent de la pâtisserie qu'il ambitionnait de monter avec Mandy des années auparavant, mais qui ne le rend pas moins heureux justement. Voir cette entreprise grandir petit à petit, s'investir passionnément dedans, être dépendant de son propre travail et non des directives de quelqu'un d'autre, ça le rend tout simplement heureux. Et se rendre compte qu'on est heureux après que plusieurs années auparavant tout semblait effondré autour, c'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse vivre après un deuil, et c'est notamment la plus belle chose qui a été dans la vie de John pour le moment. Les années passent, son entreprise croît, devient de plus en plus importante et au final les efforts de John paient. Et clairement Christina n'y est pas pour rien et c'est le moment pour John. Un soir, il se rend dans une magnifique bijouterie de sa ville afin d'acheter une bague de fiançailles et en contemplant tous ces magnifiques objets derrière la vitrine, la seule chose à laquelle il pense, ce sont les yeux verts et le magnifique sourire de Christina. Il choisit d'ailleurs une bague avec une émeraude pour aller avec ses yeux. En sortant de la bijouterie, le téléphone de John se met à sonner. C'est un numéro inconnu, mais avec son entreprise, il n'est pas rare que des prospects l'appellent pour se renseigner, et John a l'habitude de décrocher à des étrangers. Au début, le seul son qui émane du combiné est celui du vent. Un vent puissant, comme si la personne qui l'appelait se trouvait au beau milieu d'une tempête. Puis au bout de quelques instants, une voix se met à répéter de manière monotone la même phrase, encore et encore, une phrase que John ne comprend à première vue pas, ou plutôt qu'il ne veut pas comprendre, parce que ces mots, il les connaît très bien, il ne les connaît que trop bien justement, et cette voix encore plus. À bientôt. Vous l'avez sûrement compris, la voix que John entend à ce moment-là est tout simplement surréaliste, elle ne peut pas exister, mais il jurerait qu'elle appartient à Mandy. Le cœur de John se met à battre la chamade et en même temps que sa respiration s'accélère, la voix se fait de plus en plus forte, répétant avec de plus en plus d'intensité ces 2 mots, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Sous le choc, le téléphone de John lui échappe des mains et en se penchant pour le ramasser, il constate que l'appel a été coupé. À ce moment-là, John est ébranlé, il ne s'explique absolument pas comment tout ça a bien pu se passer, qu'est-ce qui s'est passé au final, et il se demande qui pourrait être assez cruel justement pour lui jouer ce genre de tour. Peut-être un ancien harceleur du lycée, un client insatisfait, un parfait inconnu jouant au canular téléphonique. Mais tout ça n'explique pas les mots prononcés que seul lui a entendus de Mandy ce matin-là et qui sont ces derniers mots qu'elle lui a dit. Et puis surtout la voix de Mandy, est-ce que cet appel était seulement réel?
Quelques semaines passent et vient le moment fatidique pour John, avec un étrange mélange de boule au ventre et de joie qui se mélange lorsqu'il s'abaisse pour poser son genou à terre et demander la main de Christina. Vous vous en doutez, celle-ci accepte et très vite un mariage est organisé et on est maintenant quelques semaines plus tard encore au moment de couper le gâteau de mariage. C'est une magnifique pièce montée surmontée d'un glaçage que John s'apprête à couper lorsque, sans aucune explication logique, des lettres commencent à apparaître sur le gâteau, comme tracées par une main invisible et respectivement les lettres A, B, I, E, N, T. Honnêtement à ce moment-là, John a l'impression de devenir fou et agissant à l'instinct, il plonge son doigt dans le glaçage, le plaque sur les lèvres de Christina sous les rires et les applaudissements des convives. À ce moment-là, il ne sait toujours pas ce qui s'est passé et lui, de son point de vue, c'est une hallucination, tout simplement. Apparemment, ça a pas du tout fait rire Christina, dont la seule et unique demande justement pour le mariage, c'était de ne pas faire ce truc avec un bout de gâteau qu'on met sur le partenaire. En revanche, John nous dit que ça ne justifie pas le regard de pur dégoût et de haine que Christina lui a lancé à ce moment-là. C'est assez dingue comme regard car John n'a jamais vu Christina aussi énervée, elle ne lui a jamais lancé ce genre de regard, elle qui est justement en temps normal si joyeuse. Alors évidemment, il arrive à tout le monde de s'énerver, mais dans ses yeux, à ce moment-là, il y avait plus que de l'énervement. Se forçant à ne rien laisser paraître, elle soupire, sourit, puis rend l'appareil à John. Cet instant glacial que lui seul vient de percevoir s'évanouit en même temps que le groupe de musique entonne le morceau, et le reste de la soirée se passe sans aucun autre problème. Et voilà, John et Christina sont mariés fans, bravo, félicitations, mais ouais. GG à vous deux, ils signent les documents, remplissent les dossiers d'assurance vie, lisent leur compte bancaire, et bref, les choses pas forcément marrantes à faire, mais qui sont faites une bonne fois pour toutes, et puis vient la fameuse préparation de la lune de miel. Ayant Christina qui est une as des événements et de l'organisation d'événements, et qui finalement a toujours des très bonnes idées, ça ne peut que bien se passer. En revanche, pendant toutes ces semaines, les apparitions étranges de lettres qui écrivent les mots « à bientôt » ne s'arrêtent pas. John a l'impression de les voir partout, dans les céréales le matin, dans les journaux, dans les factures. C'est inexplicable pour lui. Rationnellement, il ne comprend pas ce qui se passe, et au bout d'un moment, il se dit tout simplement qu'il doit être un petit peu fou, et il se met tout simplement à ignorer ces interventions étranges. Et justement, en fait, il y a quelque chose qui lui fait extrêmement peur, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi voir ces mots, alors qu'il pensait être passé à autre chose depuis bien longtemps. Donc les semaines passent, et alors que John ne prête plus vraiment attention à ces hasards qui affichent des lettres sans explication, c'est ses cauchemars qui se multiplient maintenant. Il nous raconte notamment l'un d'eux. On est le matin, et John est allant dans sa voiture, et il se rend à un rendez-vous avec un client au restaurant, en empruntant une route magnifique. Dans son rêve, en tout cas, la route est très belle, longeant la côte sur une falaise, mais la route est un peu escarpée, donc forcément un peu dangereuse. Le temps est magnifique aussi, la musique douce résonne dans l'habitacle de la voiture, mais doucement, petit à petit, la lumière s'assombrit. Il ne fait pas nuit, c'est plutôt un brouillard qui s'installe tout autour de la voiture sur des kilomètres, et la visibilité est vraiment restreinte. Les pleins phares allumés, les yeux plissés et l'attention au maximum, une silhouette se dessine au milieu de la route, à seulement quelques mètres de lui. Une silhouette de femme, à l'approche de laquelle il tente tant bien que mal de freiner en urgence, sans réponse de ses freins, et John heurte de plein fouet cette silhouette d'un impact sourd. C'est juste après le choc que ses freins acceptent d'arrêter la voiture, on est dans un rêve évidemment, et John sort horrifié de son véhicule pour porter assistance à la personne qu'il vient de renverser, étalée sur le sol et dénuée de toute trace de sang. Plus il se rapproche, plus le cadavre lui devient familier, et l'impuissance le submerge à la vue de son ex-fiancé inanimé sur le bitume froid de la route. C'est ce genre de cauchemar que fait John, et il commence petit à petit à penser qu'il sombre dans une sorte de démence, comme si le deuil qu'il pensait avoir accompli n'était qu'une illusion qui s'estompait sans aucune raison aujourd'hui. Et il y a un truc qui faillit le rendre complètement fou, et qui pour le coup est extrêmement badant, vous allez le voir. Peu après ce rêve, John doit notamment faire réviser sa voiture, ça lui fait pas extrêmement plaisir, étant donné qu'il a besoin de beaucoup bouger, notamment pour rencontrer des clients et des fournisseurs, mais il faut le faire, et il se rend dans son garage habituel. La voiture va bien, à l'exception de deux choses. Le voyant de l'ABS ne s'allume plus, bon je vous l'accorde, on s'en fout. Mais c'est la seconde qui fait froid dans le dos. Le mécanicien est catégorique, les freins de John ont été déréglés. Donc évidemment, il lui demande s'il a confié sa voiture à un autre garage, et ce n'est pas le cas. Le dérèglement en question, il fait que si John avait eu à freiner en urgence, les freins auraient certainement lâché. Et avec son cauchemar à l'esprit, il prend pas du tout ça à la légère, et je sais pas ce que vous en pensez, mais même si ça reste certainement une coïncidence, c'est quand même une coïncidence flippante.
Bon, clairement, les lettres que son esprit fait apparaître, plus les cauchemars souvent macabres à propos de Mandy, commencent à enfermer John dans une spirale infernale qui mélange à la fois des souvenirs douloureux et un début de culpabilisation, comme si en fin de compte, il n'avait pas réussi à sauver Mandy et que c'était de sa faute. Et c'est là qu'on voit que le problème est sérieux, c'est que ce n'est qu'un début de raisonnement, certes, mais un début de raisonnement totalement irrationnel. Il n'avait aucun moyen de prévoir cette crise cardiaque, et pour le coup, c'est quelque chose que John a toujours su. Alors pourquoi le remettre en question aujourd'hui alors que tout semblait aller pour le mieux ? Clairement, Christina voit que John ne va pas bien. Dans les yeux de sa femme, on peut lire la détresse et le sentiment d'impuissance, et pour tenter de réconforter John, elle lui organise une de ces soirées dont elle a le secret, un bon dîner auprès du feu, avec du vin rouge, mais la réalité c'est que ce qui se passe dans la tête de John l'exténue, et il n'a juste pas le cœur à profiter d'une telle soirée. Ils finissent de dîner vers 20h30 et John ressent à la seconde où il quitte la table un énorme coup de barre. Comme s'il allait s'endormir d'un moment à l'autre, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait à la seconde où son corps s'enfonce dans le matelas de la chambre. Cette fois encore, il rêve de Mandy. Ce rêve, cette fois-ci, se déroule dans l'ancien appartement que les deux fiancés partageaient des années plus tôt. Encore une fois, le temps dehors est sublime, c'est une matinée magnifique, et une douce et réconfortante lumière vient caresser le visage de John. En regardant autour de lui, il est dans le lit, et à ses côtés, Mandy, reconnaissable de dos à son tatouage de rose et sa petite cicatrice sur l'épaule. Même dans ses rêves, le cœur de John se soulève à chaque fois qu'il l'aperçoit, et soudain, la lumière diminue en même temps que la porte de leur penderie s'ouvre. Dans l'obscurité de la penderie, deux grands yeux verts fixent haineusement le couple à peine éveillé. À côté de John, Mandy le regarde tendrement et lui murmure ces mots si tristement connus « À bientôt ». Une forme énorme et sombre sort lentement du placard dans le cauchemar de John, et alors que Mandy s'évapore aux côtés de John, cette forme sombre aux yeux verts grands ouverts ressemble à s'y méprendre à quelqu'un que John connaît. Lorsque John se réveille, sa vision est trouble, et il n'est plus sur son lit mais affalé sur le siège de sa voiture, dans son garage. Le bruit du moteur qui tourne dans le vide résonne dans la pièce et l'air ambiant empeste la fumée d'échappement. John ne comprend absolument rien. Comment s'est-il retrouvé là ? Quelle heure est-il ? Depuis combien de temps les vapeurs de carburant entrent de ses poumons ? Il a mal à la tête, se sent encore une fois extrêmement fatigué, il a des vertiges, ça ne va pas du tout. Peut-être même qu'il rêve après tout, mais il ne sait pas. Après toutes ces réflexions, il sent son corps engourdi se soulever, quelqu'un qui est en train de lui placer un bras sous son épaule pour le sortir de là. Heureusement, c'est Christina et elle est là pour le lever, l'aider à rejoindre la table de la cuisine avant de disparaître pour préparer du thé et appeler les secours. Objectivement, John a l'impression d'être à la fois malade et défoncé, c'est-à-dire donc sous drogue, et une pensée lui vient à l'esprit, il faut qu'il dise à sa femme tout ce qui se passe dans sa tête depuis plusieurs semaines maintenant. C'est pas normal que Christina ne soit pas au courant et elle mérite mieux que ça. Christina pose la tasse de thé devant John, qui prend une petite gorgée, en même temps qu'il essaye de trouver une manière d'expliquer son problème sans se faire passer pour quelqu'un de totalement fou finalement. Soudain, son bras lui fait un mal de chien. Une crampe extrêmement douloureuse le saisit et dans la contraction soudaine qu'elle lui provoque, il renverse la tasse de thé, dispersant une odeur presque imperceptible d'amande amère. Son corps lui paraît de plus en plus engourdi et il se pose la question mais bordel, que font les urgences ? Christina est censée les avoir appelés, pourquoi ils sont pas encore là ? John n'arrive plus du tout à penser correctement. Et pourquoi Christina tient-elle un couteau dans la main ? En levant les yeux, dans son champ de vision flou, effectivement, John perçoit Christina. Un couteau à la main, un sourire dément sur les lèvres, les yeux écarquillés, qui avance vers lui en chuchotant « Tu es fatigué, ne te débats pas, c'est bientôt fini ». Tant bien que mal, l'adrénaline monte en flèche chez John et celui-ci parvient lourdement à se lever de sa chaise et tente de se précipiter sur la porte d'entrée de la maison qui se trouve seulement à quelques mètres de la cuisine, mais il est engourdi, il y a tout son corps qui lui fait extrêmement mal, qui est extrêmement lourd, il voit flou et Christina n'est qu'à 2 mètres de lui et lui fonce dessus. John est presque à la porte, sauf qu'il réalise qu'il n'aura pas le temps de sortir, et à ce moment-là, il voit le couteau en train de fendre l'air devant ses yeux qui se dirige droit vers son ventre. Il essaye de l'esquiver mais c'est pas suffisant, et la lame vient se loger dans son flanc gauche, pénétrant la peau fine et la chair de John. Même avec tous ses membres engourdis, une douleur insupportable le transperce, et dans un ultime instinct de survie, John repousse violemment sa femme qui trébuche et se retrouve à terre. Il attrape la poignée, l'abaisse, et à l'instant où la porte s'ouvre, son regard terrifié croise celui de son voisin sortant son chien, et les deux, le chien et le voisin, se ruent sur John pour lui porter secours.
C'est réellement ce qui lui a sauvé la vie cette nuit-là. John ne doit la vie qu'à un concours de circonstances, et Christina, devant son voisin appelant le 911, comprend que c'est terminé, qu'il y a des témoins, et elle ne tente même pas de s'en prendre aux voisins. Évidemment, il y a une bonne partie du quartier qui débarque, réveillée par les cris du voisin et les aboiements du chien, et je vous rassure, John est pris en charge directement par les secours et est hospitalisé en urgence. Apparemment, à l'arrivée de la police, Christina ne se débat même pas, et différents interrogatoires ont finalement permis de mettre en lumière ses motivations et d'expliquer pas mal de choses. John a été froidement manipulé par Christina, qui a su profiter de lui au moment où il était le plus faible. Son soutien dans sa carrière, le mariage, la souscription à une assurance vie bien rémunératrice, tout, absolument tout, était minutieusement calculé et le but c'était d'empocher le maximum d'argent avec la mort de John. Après analyse du sang de John, des traces de quetiapine ont été retrouvées, alors que John clairement ne prend jamais ce médicament, il ne l'a jamais pris, en tout cas en le sachant, ce qui indique que Christina lui faisait ingérer à son insu. Depuis combien de temps, on ne sait absolument pas, mais ça expliquerait notamment les hallucinations que John avait ces derniers temps, notamment avec les lettres qui apparaissaient devant ses yeux, et peut-être même le fait qu'il ait finalement réussi à faire son deuil, puisqu'il me semble qu'il y a des propriétés antidépressives. Maintenant, que s'est-il réellement passé la nuit de la tentative d'assassinat de Christina sur John ? On va faire en quelque sorte une reconstitution. John rentre du travail, fatigué, et Christina lui propose d'organiser une soirée romantique. Elle en profite pour verser un puissant somnifère dans son verre de vin, ce qui explique qu'il s'effondre à 20h30. Elle le déplace dans sa voiture, allume le contact et referme le garage, laissant John s'intoxiquer avec les vapeurs de carburant dans son sommeil. À son réveil, elle aide à se déplacer jusqu'à la cuisine, il est totalement engourdi à cause des vapeurs de carburant, et elle lui prépare un thé dans lequel elle verse de l'arsenic, responsable de l'odeur d'amande amère lorsque la tasse se renverse. Toutes ces substances mettent John dans un état objectivement proche de la mort, et la suite, on la connaît. Christina avait tout simplement tout prévu. Évidemment, c'est bientôt la fin. À sa sortie de l'hôpital, John a cessé de voir les lettres apparaître de manière aléatoire dans son environnement, et il a pu continuer à travailler, à faire évoluer son entreprise. Aujourd'hui, on est des années plus tard, et même s'il nous avoue que faire confiance c'est devenu presque impossible pour lui, et je pense qu'on comprend, il sait qu'un jour il sera heureux, et en attendant, il prend le temps de se reconstruire, et son travail l'aide beaucoup pour ça. Ok, c'est maintenant la fin de cette histoire, pas mal d'émotions dans cette histoire, moi je l'ai énormément aimée, parce que notamment, extrêmement poignante, beaucoup de tension aussi, des faits incroyables, enfin des faits fous finalement, et évidemment c'est une fiction. Je l'ai un peu modifiée pour pouvoir justement la faire coller le plus possible à la réalité, mais elle nous vient de l'utilisateur u/Birdify, depuis le subreddit très connu NoSleep. Et c'est la première histoire que je lis de cet utilisateur parce qu'elle a été plébiscitée manifestement par la communauté NoSleep, mais apparemment cet utilisateur justement écrit beaucoup d'histoires différentes, donc je voulais le créditer. u/Birdify, je vous mettrai le lien de son profil en description. Voilà, je voulais le créditer pour ça parce qu'il a l'air d'être extrêmement talentueux, et moi l'histoire elle m'a transporté, j'espère que c'est aussi votre cas. Mais voilà, u/Birdify sur Reddit, si vous aimez lire, ça peut totalement valoir le coup manifestement. J'ai beaucoup aimé ce format parce que déjà pour moi au moment de l'écrire, lorsque je suis allé sur le subreddit r/NoSleep pour avoir justement une fiction, parce que c'était l'idée que j'avais, je voulais en gros faire une histoire qui vienne d'un subreddit plutôt réel, une histoire qui vienne d'un subreddit plutôt fiction, et puis vous allez voir la troisième histoire, je vous tease, mais voilà, je savais que c'était une fiction, je savais à quoi m'attendre lorsque j'allais sur ce subreddit, et j'ai été transporté justement par cette fiction, et ça me conforte dans l'idée que c'est ce genre d'histoire qui moi me provoque le plus d'émotions, parce que notamment j'ai la certitude qu'il n'est rien arrivé à quelqu'un, et qu'en plus, c'est trop bien raconté, ça me transporte, c'est juste, franchement cet utilisateur je pense a beaucoup de talent. Après moi je suis pas un très grand lecteur de romans, donc je pourrais pas vous dire s'il est extrêmement talentueux. Typiquement j'ai un ami, c'est un puriste, il saurait dire si effectivement c'est très bien écrit. Moi je parle juste avec mon ressenti clairement. J'ai aussi beaucoup aimé ce format parce que le fait de savoir justement que c'était une fiction par définition m'a donné beaucoup de liberté sur la modification de l'histoire. En gros, typiquement par exemple, moi j'ai rationalisé dans l'histoire en le transformant en format trait d'horreur en disant que les lettres qui apparaissent dans l'esprit de John, il rationalise, il se dit que c'est une hallucination. Sauf que ça c'est pas précisé, c'est plus de l'ordre du surnaturel dans l'histoire. Pareil, moi ce que j'ai transformé en cauchemar, en rêve, c'est quelque chose qu'il vit réellement en fait, John, dans l'histoire, et donc voilà, moi j'ai essayé en fait tous ces éléments de surnaturel de le rationaliser pour avoir un format le plus terre à terre possible. Donc je sais pas trop si j'ai le droit de faire ça, de prendre l'histoire de quelqu'un et de la modifier, mais c'est pour ça que je vous incite à aller justement lire
l'histoire entière, si vous aimez la fiction et un petit peu le surnaturel, parce que c'est pas extrêmement surnaturel, c'est vraiment terre à terre avec des choses inexplicables. Voilà, notamment c'est justement moi ce qui m'a beaucoup captivé dans cette histoire, c'est cette limite entre le paranormal et le réel, que moi j'ai rationalisé parce que c'est plus dans l'esprit de la chaîne, mais qui est vraiment hyper prenante. L'histoire m'a clairement happé, donc un grand bravo encore une fois à l'utilisateur qui l'a écrit, même si clairement il ne tombera jamais sur cette vidéo, mais ça se trouve on peut lui apporter quelques lecteurs francophones, sait-on jamais, donc foncez, je pense que ça va bien vous plaire. C'est un format qui, mine de rien, restera rare, parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même des questions de droit d'auteur. C'est très long, mine de rien, je pense qu'on l'a vu, l'histoire est extrêmement longue, et puis à écrire, forcément du coup c'est extrêmement long, parce que raconter une histoire, moi j'ai besoin de la scripter, et donc il y a un caractère en plus exceptionnel, qui est sympa à entretenir, tout ça fait que ça restera un format un peu rare. Pour conclure justement sur cette histoire, je peux dire en fait que je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle a beaucoup résonné en moi, notamment par le personnage de John, et je trouve ça fou d'arriver à écrire un roman, une histoire, une petite nouvelle justement sur internet, avec un sentiment de proximité avec le lecteur qui soit si fort, donc c'est énorme pour moi, je trouve ça trop fou, je trouve ça trop stylé, et c'est écrit par une personne qui manifestement est très empathique, parce qu'elle sait ce que les personnes ressentent dans une telle situation, et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a montré que c'est vraiment un talent de bien écrire, parce que ça n'a rien à voir, les histoires qui sont sur No Sleep et les histoires qui sont sur Let's Not Meet par exemple, donc je vous incite un peu d'aller voir justement les histoires sur No Sleep, parce que vous savez que c'est des fictions, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire sur les personnes, et franchement, il y en a qui font froid dans le dos. Notamment celle que je viens de vous raconter, la chute, la fin, la dernière phrase, elle m'a laissé sans voix, voilà, je vous dis. Voilà, c'est tout pour justement cette histoire See You Soon de l'utilisateur u/Birdify sur Reddit, et j'espère vraiment que ce format vous a plu et que cette histoire justement fictive a réussi à vous transporter autant que moi elle m'a transporté. Et je vous propose sans plus attendre qu'on passe à la troisième partie, et pour clôturer cette magnifique soirée d'Halloween qui, je l'espère, vous plaît, on va se plonger dans une légende. Halloween est très associé à la tradition de sculpter des citrouilles et de poser des bougies dedans. Personnellement, je l'ai jamais énormément fait étant enfant, et ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois en tout, sauf qu'en réalité, pourquoi on fait ça? En vrai, qu'on se le dise, ça a aucun sens, et en cherchant justement des sujets pour cet épisode, je suis tombé sur l'origine de la lanterne citrouille que l'on m'a jamais raconté. Et du coup, comme je suis une personne extrêmement auto-centrée et narcissique, je considère que tout le monde pense de la même manière que moi, et je me suis dit qu'il y avait peut-être pas mal de personnes qui connaissaient pas cette histoire. Donc peut-être que j'ai totalement tort, peut-être que tout le monde la connaît, auquel cas c'est un flop, mais on aura tenté ma foi. Il faut prendre cette histoire, je pense, comme un bonus. Moi, comme je le vois, ça me fait un peu penser, là ça va être très Potterhead, vous allez comprendre, ça me fait un peu penser à Harry Potter et les reliques de la mort, lorsque Hermione, elle se met à raconter l'histoire des frères Pévrel dans le conte de Biddle le Barde. Et j'adore la saga, vraiment pour le coup je suis un immense fan d'Harry Potter. Si vous, là pour le coup, franchement il y aurait des sujets de vidéo, j'adore Harry Potter, je suis fan, c'est ma saga préférée tout simplement. Mais c'est pas le sujet, clairement, mais voilà, justement j'aime beaucoup ce moment du film, et je vais essayer de lui faire honneur. Donc laissez-moi vous raconter la légende de Jack à la lanterne. Cette histoire est tirée du folklore irlandais, puisque Halloween vient justement d'Irlande, et je suis particulièrement content, parce qu'en regardant les sources de l'article Wikipédia qui concerne cette légende, j'ai trouvé un article du Dublin Penny Journal de 1835, où l'auteur Penny Dixon raconte ce vieux conte. Bon, ça nécessite forcément de le traduire, et je vais pas vous mentir, autant je parle pas mal anglais, autant l'irlandais du 19e siècle, c'était sportif. C'était sportif, du coup forcément il y a eu l'usage du traducteur qui m'a beaucoup aidé. On vit quand même dans un monde où traduire un texte c'est plus si compliqué que ça. Et justement c'est ce que j'ai fait, je vais pouvoir vous raconter cette légende à la manière de Penny Dixon au 19e siècle. Moi je trouve ça cool, et je vais essayer de vous le raconter en gros comme moi je l'ai lu et comme on le raconterait à quelqu'un à la manière d'un conte. Donc on est parti et vous me direz ce que vous en pensez. Il était une fois un homme dont les dispositions naturelles étaient d'être grossier et morose, et dont l'âme pleine de défauts n'avait pu être adoucie par l'influence et la connaissance de Dieu. Ce qu'il obtint dans ce monde, à savoir l'argent, ne lui permit jamais réellement de faire plus que de cultiver la ferme sur laquelle il vivait. Il était connu à travers l'Irlande tout entière pour son associabilité. Jamais la chaleur de son foyer n'eût réchauffé l'étranger de passage fatigué par le voyage, et aucun des mendiants venus demander l'hospitalité ne remit jamais les pieds chez cet homme après en avoir été chassé. Pour résumer, cet homme vivait avec le reproche de l'humanité, et son nom évoquait cela dans tout le pays. Jack, car c'est ainsi que cet homme s'appelait, était en train de rentrer chez lui une nuit après une fête de voisinage.
Alors qu'il s'approchait d'un canal sombre et rapide, que l'imaginaire collectif des gens associés à cette époque aux contes et légendes de meurtres et superstitions, il entendit un grognement semblant venir de quelque esprit torturé. Il descendit promptement de sa jument et en même temps tous les horribles récits populaires remontaient dans son esprit. Puis au deuxième et troisième râle d'agonie, ses poils se hérissèrent et chaque pore de sa peau se mit à suer. Pas même le whisky qu'il avait englouti durant la soirée sans aucune retenue n'empêchait son sang de se glacer à l'intérieur de ses veines. Mais lorsque l'horrible son se répéta une dernière fois, il rassembla le peu de courage qui lui restait pour s'adresser à cet esprit torturé en lui demandant ce qu'il pouvait faire pour l'aider. « Pour l'amour du ciel, dit la voix, emmène-moi dans une habitation humaine. Je ne suis pas un esprit en proie à quelconque torture, juste un pauvre sans toit qui s'est égaré et effondré ici pour apparemment y rendre son dernier souffle, après avoir tenté de franchir ces eaux rapides. Puisse Dieu faire preuve de miséricorde lorsque tu seras toi aussi dans le besoin et dans la détresse. » Désormais sorti de sa terreur surnaturelle, Jack s'apaisa. Dans un indescriptible sentiment de pitié qui, on doit dire, n'avait jamais touché son cœur jusqu'à aujourd'hui, il descendit dans le canal. Il y trouva un très vieil homme arborant une longue barbe blanche assombrie par la charge des années et de la misère. Il enveloppa le vieil homme agonisant dans son superbe manteau chaud, le plaça sur la selle de sa jument, puis se plaça sur la croupe de l'animal et galopa jusqu'à sa demeure avec le témoin de sa pitié. Sa femme afficha un magnifique sourire lorsqu'elle vit son mari si bourru s'atteler à la tâche si inhabituelle de l'hospitalité, et se demanda même quel enchantement avait pu apaiser son âme si associable. Ce soir-là, le misérable étranger reçut tout ce que le couple put lui offrir, et se reposa paisiblement dans un lit chaud, à tel point que ses maux et ses blessures laissèrent très vite place à un sommeil profond. À l'aube, Jack fut réveillé par une lumière éblouissante qui emplit sa chambre tout entière. Dans l'incompréhension de cette soudaine illumination, il se redressa, se mit sur pied pour examiner de plus près, mais ses pas furent très vite interrompus. Son étonnement fut immense à la vision d'un jeune homme à la beauté céleste drapé dans des habits d'un blanc immaculé. Les épaules de ce jeune homme étaient munies d'ailes, elles aussi encore plus blanches que les plumes d'un cygne, et lorsqu'il ouvrit la bouche et que des mots s'en échappèrent, ceux-ci résonnèrent dans la pièce comme les notes d'une harpe venant tout droit du paradis. Le visiteur des cieux prit la parole. « Je suis l'un des anges chargés de veiller sur les fils d'Adam. J'ai entendu maintes et maintes fois tes frères s'exclamer contre ton tempérament asocial et ton mépris absolu de la vertu sacrée qu'est l'hospitalité, mais il semble que les graines de la vertu existent bel et bien en toi et demeurent à ce jour incultivées. Vois en moi le misérable aîné que ta généreuse humanité a sauvé. J'ai partagé votre repas frugal et votre lit modeste, ma bénédiction restera dans cette maison et je souhaite t'offrir à toi en particulier 3 vœux. Alors demande-moi librement et je t'exaucerai librement. Puisse la sagesse accompagner les désirs de ton esprit. » Jack se posa un moment, réfléchit, puis dit à l'ange « Il y a un platane devant la porte, beau et large, un beau platane. Mais chaque passager se permet d'en arracher une branche. Garantis-moi que chaque personne qui s'approchera de cet arbre avec l'intention d'y arracher une branche y soit suspendue jusqu'à ce que je décide de l'en libérer. Deuxièmement, je souhaite que n'importe quelle personne qui s'assoit sur ma chaise à accoudoir ne puisse jamais la quitter, ni la chaise bouger de cette place, sans mon consentement. Il y a une boîte en bois sur le mur, dans laquelle je conserve le fil, le poinçon et le marteau qui me servent à réparer mes chaussures. Mais dès que j'ai le dos tourné, tous les clowns qui passent par là utilisent mes outils pour leur propre plaisir. Mon troisième vœu est que toute personne qui mette sa main dans la boîte ne puisse plus en retirer, et que la boîte elle non plus ne puisse plus être enlevée du mur. Jusqu'à ce que je décide de l'en libérer, bien évidemment. Mes 3 vœux sont terminés. L'ange soupira et accorda les faveurs du misanthrope, et selon la légende, Jack se vit à cet instant précis refuser l'accès aux portes du paradis pour l'éternité. L'ange lui avait offert l'opportunité de goûter au bonheur éternel grâce à ses vœux, et Jack l'avait négligé au profit d'intentions purement égoïstes. En revanche, comme promis, la bénédiction ne quitta jamais la maison de Jack, ses enfants furent nombreux, et ses champs ainsi que son bétail se développèrent avec une grande intensité. 20 ans plus tard, alors que Jack était assis sur sa fameuse chaise, vacant à ses affaires habituelles, une étrange odeur de soufre attaqua son nez. Lorsqu'il se déplaça dans la pièce pour en identifier la cause, il tomba à la renverse sous le coup de l'effroi. Devant lui apparut un être grand, sombre, surmonté de 2 cornes, se tenant sur 2 sabots, et muni d'une longue queue qu'il conservait calmement sous son bras. L'étranger engagea immédiatement la discussion et il mentionna le fait que Jack avait été exclu du paradis, et parla de l'envie pressante que son maître infernal éprouvait à l'idée de l'accueillir dans sa brûlante demeure. Il faut comprendre donc l'enfer. Lorsque Jack entendit cette terrible nouvelle, il réprima chaque minuscule signe de détresse, et se mit sur ses pieds pour souhaiter la bienvenue à l'étranger. « J'espère, continua-t-il, que votre honneur acceptera de s'asseoir sur ma chaise en sirotant une boisson le temps que j'enfile mes habits du dimanche. » Le démon acquiesça.
Jack lui posa une question à propos de l'enfer, et le démon, après avoir répondu, lui dit « Assez discuté, viens, la route est longue et nous devons partir ». À ces mots, il se mit en mouvement pour se lever de la chaise, mais se trouva cloué sur place, victime du deuxième vœu de Jack. Jack tenta d'amadouer son ennemi pris au piège, et constatant que ses supplications ne marcheraient guère, il tenta en vain de mettre un terme à la vie du démon en le battant avec son fléau. Petit interlude, un fléau c'est un outil agricole. Ce n'est qu'après de multiples tentatives infructueuses qu'épuisé, il consentit à relâcher le misérable être immortel, alors que celui-ci prêta le serment solennel qu'il ne visiterait plus jamais le royaume des vivants pour prendre l'âme de Jack. Mais le diable avait bien plus d'un serviteur pour se charger de cette tâche. Un second messager fut envoyé, armé de l'instruction capitale de fuir la chaise de Jack. Il s'en alla de l'enfer pour aller chercher le mortel condamné qui réfléchissait alors aux événements de la journée passée. Le loquet de la porte de Jack se leva et un étranger passa la porte, et lorsque le deuxième démon, qui est cet étranger, eut fini d'exposer à Jack la raison de sa venue, qu'il connaissait bien par ailleurs, ce dernier lui demanda s'il voulait s'asseoir sur la chaise en bois et l'informa qu'il partirait dès qu'il aurait préparé rapidement son soulier. Bien évidemment, le démon refusa de s'asseoir sur la chaise, alors Jack prit la chaise, enleva son soulier abîmé et demanda au démon s'il pouvait lui ramener le fil qu'il trouverait dans la boîte en bois fixée sur le mur de sa maison. Le démon accepta, mais se rendit vite compte qu'il lui était impossible de retirer sa main de la boîte, ni d'arracher la boîte du mur, faisant référence au troisième vœu. Il lança un regard de désarroi à Jack qui, après l'avoir battu avec son fléau pendant de longues heures, lui fit jurer la même chose qu'au premier démon. Le diable fut grandement étonné de l'échec de ses deux messagers de confiance, et tel un général compétent, il se résolut à se déplacer en personne afin d'explorer le camp ennemi. Il remonta de l'enfer par quelques passages cachés, et avec la sagacité du vautour en quête de sa proie, il fila en direction de la demeure de Jack. C'était une matinée ensoleillée, et le froid mordant des derniers jours continuait à congeler les os, rendant les sols durs et glissants. Conscient des ruses de Jack, il frappa à la porte et d'une voix semblable au grondement du tonnerre, lui ordonna de sortir. « J'irai où votre seigneurie me l'ordonnera, » répondit-il, ébranlé par la voix menaçante de son visiteur. « Mais la route est glissante et vous me permettrez d'aller chercher ma canne. De plus, j'aimerais embrasser ma femme et mes enfants avant de m'en aller. » Mais le diable était impitoyable et poussa le malheureux devant lui. « Si je marche sans bâton, » reprit-il en boitant, « je me briserai les os bien vite et il n'y a pas de carrosse sur la route des enfers. Alors mon seigneur souhaitera-t-il vraiment trimballer ma carcasse ? Ah, si j'avais seulement même une branche de splatane pour soutenir mes vieux membres !» Lassé de ses supplications et pour le faire taire, Satan se saisit d'une bonne branche de l'arbre, mais s'aperçut immédiatement qu'il ne pouvait briser la branche, ni relâcher son emprise. Et Jack, dans un cri de joie, repartit, satisfait de son piège, chercher son fléau. Il battit le diable avec son fléau, et selon la légende, Satan poussa des cris si sonores et si effrayants qu'il aurait fait fuir le plus courageux des hommes. Mais alors que le diable implorait la pitié de l'humain, Jack continua sans arrêt de le torturer, brisant ses 3 fléaux les plus robustes dans sa frénésie. Lorsque le soleil commença à redescendre et que Jack fut fatigué, finalement, le diable jura à Jack de ne plus jamais revenir le chercher sur terre, ni de l'emmener en enfer, et fut relâché de la plus honteuse humiliation qu'il ait subie. Notre histoire touche bientôt à sa fin car Jack, avec toute son habileté, ne put repousser les assauts de la mort. Il paya le prix de la nature et de la vieillesse. Et lorsque son âme quitta son corps et qu'elle se dirigea vers l'enfer, elle s'en vit catégoriquement refuser l'accès. Personne ne le voulait en son royaume. Les démons pâlissaient d'effroi à l'idée de l'accueillir, et le diable lui-même fuit le mortel et le chassa sans aucune forme de procès. La seule chose qui fut donnée par le diable à Jack fut un morceau de charbon incandescent qu'il donna au malheureux pour éclairer un peu sa route. Jack s'étant vu refuser le paradis, et maintenant l'enfer, il fut condamné à errer sur la terre, sans but, dans la solitude la plus totale, et en attendant la fin des temps. Il creusa un navet, y plongea le charbon, et erra pour toujours, accompagné de sa lanterne. Voici donc l'histoire de Jack of the Lantern qui reçut un sort pire que l'enfer pour l'éternité. Donc c'est maintenant la fin de ce conte. C'était vraiment pas facile à faire parce que raconter un thread d'horreur, comme raconter une histoire qu'on raconterait à un ami, à une personne, c'est plutôt facile, on a l'habitude de le faire. Mais raconter un conte à la manière de quelqu'un qui a l'habitude de le faire, c'est
mission impossible et je pense pas que j'ai réussi, je vais pas vous mentir. J'espère tout de même que ça vous a tenu en haleine ou en tout cas que ça vous a intrigué, intéressé. Et c'est maintenant une des histoires qui a contribué à façonner la légende d'Halloween. Alors c'est pas la version officielle, comme je l'ai dit, c'est une des histoires qui existent. Et il faut aussi préciser quelque chose, cette histoire, vous l'avez vu, mentionne Dieu, l'enfer, le diable, l'ange. Ce sont des choses qui sont propres à la religion chrétienne. Et je tiens à le dire parce que ça peut être quelque chose qui est clivant. Il n'y a aucun parti pris dans cette histoire, c'est vraiment une histoire qui est historique et qui a été écrite à un moment où la personne qui l'écrivait était chrétienne, mais je veux pas qu'on fasse d'amalgame entre le fait que je raconte une histoire qui se déroule qui a été écrite dans une période chrétienne, justement, il n'y a pas de... En tout cas, il faut bien décorréler, donc voilà, c'était aussi pour faire un petit disclaimer, parce que je veux pas qu'il y ait de personnes qui se sentent offensées, ou alors qui viennent chercher la petite bête. Du coup voilà, pour en revenir à Halloween, c'est justement de la légende de Jack of the Lantern que vient la tradition de creuser des citrouilles pour y mettre des bougies. À la base en fait, on le faisait en Irlande pendant la fête de la Samin, et on le faisait du coup pas du tout dans des citrouilles mais dans des navets. Et c'est seulement avec l'immigration irlandaise aux États-Unis et la naissance d'Halloween qu'on a commencé à le faire avec des citrouilles, parce que c'était clairement plus pratique. Pour en revenir justement sur la fête de la Samin, c'est l'ancêtre de Halloween, et c'était du coup une fête celte pendant laquelle on célébrait le passage de la saison estivale où les jours sont longs et clairs, à la saison d'hiver où les jours raccourcissent et sont sombres et froids. La croyance pendant cette fête était que les morts venaient cohabiter avec les vivants le temps d'une journée, et pour les apaiser et les repousser, les vivants disposaient de la nourriture et des légumes creusés contenant des bougies devant leur porte. En sachant ça et en connaissant l'histoire de Jack of the Lantern, on peut comprendre que t'aies pas envie le 31 octobre au soir de tomber sur l'homme qui a tabassé le diable. Voilà, c'est mon interprétation de pourquoi Jack of the Lantern. Voilà, maintenant on connaît un peu mieux l'origine d'Halloween, et je trouvais ça sympa aussi de m'intéresser à une légende parce que j'avoue que, en réfléchissant bien, j'ai toujours aimé les mythes. Quand j'étais petit, en fait, j'adorais justement la mythologie grecque. J'avais beaucoup de livres sur la mythologie, sur les contes, sur les légendes. Je jouais à un jeu d'ordinateur qui s'appelait Age of Mythology, qui était incroyable. Oh là là, ça pour le coup. Je rêvais de faire grec quand je serais au collège, quand j'étais petit. Je l'ai fait, ça s'est pas soldé par ce que je pensais. Je dirais pas que c'était pas à refaire, mais c'est vrai que c'était pas ce que je pensais. Les cours de grec, c'était pas ce que je pensais. Moi, je pensais qu'on allait apprendre la mythologie grecque. Pas du tout, on apprenait la langue grecque. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc bref, ouais, j'adorais les contes, j'adorais la mythologie parce qu'en général, c'est des récits qui façonnent une culture et qui donnent des explications à la culture dans laquelle, justement, on vit ou alors à laquelle on s'intéresse. Et notamment, l'histoire de Jack of the Lantern donne des explications à un élément de culture qu'on a qui est Halloween et qui vient du coup de bien plus loin de la fête de Samin en Irlande. En plus, j'ai beaucoup aimé justement faire ce format conte parce que c'est différent d'habitude. Là, pour le coup, je me suis vraiment penché sur des idées qui différeraient du thread horror normal pour apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Et j'ai trouvé ça très cool, notamment parce qu'il y avait un petit travail de recherche sur justement Jack of the Lantern, qui était pas très compliqué. Il y a beaucoup de sources qui citent très bien elles-mêmes leurs sources, donc on arrive finalement à faire quelque chose de très complet, et justement, ça m'a fait très plaisir de le découvrir, donc voilà, ça fait un peu différent d'habitude, et je trouvais ça cool. Et puis surtout, au bout du compte, ça fait du coup un thread horror qui est finalement classique, une fiction qui vient de No Sleep, et puis une légende. C'est pour ça que je disais que cette vidéo serait en 3 étapes et qu'elle est différente de d'habitude. Donc ça fait une grosse vidéo, ça fait plaisir, j'espère que j'ai pu vous tenir compagnie pendant tout ce temps. Et puis je vais pas énormément parler en conclusion parce que mine de rien la vidéo est extrêmement longue. Je vais regarder, je reviens vers vous dans une seconde. 8 minutes, 29 minutes, 33 minutes, wow. 33 plus 42, 35, 55, 1h15, 1h22, 1h32, 1h... Waouh, 1h46. J'ai 1h46 de rush sans compter cette conclusion. J'ai 1h46 de rush audio. J'avais prévu en début d'introduction, je vous ai dit que je pensais que ça ferait 45 minutes à voir. On va voir, je sais pas du tout combien ça prendra. Ça va être un énorme épisode. C'est waouh. Pour le coup, c'était beaucoup de travail. Ça a pris beaucoup de temps parce que mine de rien, écrire tout ça, waouh. Je crois que ça m'a pris... Je saurais pas le quantifier en nombre d'heures, mais en gros, j'ai bossé dessus, je sais pas, 2 heures par jour pendant peut-être 6-7 jours. Et c'était... waouh, ça m'a pris pas mal de temps. En plus, du coup, de l'enregistrer qui prend pas mal de temps, plus le montage, ça va être le fruit d'un gros travail. C'est cool. C'est une vidéo qui, je pense, va faire... qui clairement va être la plus longue de la chaîne. Et la plus travaillée, forcément. En plus de ça, j'aimerais bien y insuffler une petite vibe Halloween. J'espère que j'y réussis.
Et donc voilà, c'est marrant de faire un débrief avant que la vidéo sorte et avant que le montage soit fait. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a vraiment plu, qu'il vous a réussi à vous divertir le temps de Halloween. Je suis très heureux si vous avez pu le passer en ma compagnie, puisque c'est une fête assez singulière finalement. Et justement, je vous annonce, voilà, je me mets une petite forme de pression sociale. Je vous annonce que l'année prochaine, je vais essayer justement de faire cet Halloween de manière encore plus créative. Et j'ai déjà l'idée, donc 2023 Halloween c'est booké et j'espère que vous serez au rendez-vous, je vous l'annoncerai évidemment. Donc voilà, j'espère que dans tous les cas vous allez très bien, bienvenue encore à ceux qui ont découvert la chaîne, et puis si vous avez écouté l'épisode jusque là, waouh, ok, bien ouais, parce que c'est quand même un gros morceau, n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois, hein. D'ailleurs moi je comprendrais, je suis pas certain que tout le monde ait approximativement 45 minutes, 1 heure devant soi, et si vous le faites c'est trop gentil, merci beaucoup. Encore une fois un grand merci sur vos retours par rapport aux autres épisodes, notamment il fallait que je revienne sur un truc, parce que en début de semaine, au moment où j'écris cet épisode, je suis tombé sur des commentaires qui disaient que j'avais pété dans ma vidéo épisode 32 je crois, je sais plus. En tout cas il y a un épisode et je l'ai mis en commentaire, vous le verrez. Et en fait, il se trouve que pendant du coup le dérochage, je n'ai pas coupé le moment où je lâchais une énorme caisse. Je m'en excuse évidemment. Je m'en excuse. Et puis en plus, elle était horrible. Je suis un enfant, je ris de mes paix. Mais vraiment, c'était un paix sonore, un vrai beau paix. Et en fait, à la base, il y a une personne qui m'a envoyé du coup par message, par commentaire, ça va, ça pète, tranquille. Sauf que moi, ça pète, l'expression ça pète, je l'utilise en règle générale dans la vie de tous les jours pour dire oh putain c'est trop cool. Tu vois, je dis par exemple, tu vas me dire oh j'ai réussi mon bac, je fais ah trop oh, ça pète, t'as réussi ton bac, t'es trop chaud. Pas en mode ça pète, tu as pété, tu vois. Sauf que là, la personne voulait vraiment dire ça, et moi, je m'en suis pas rendu compte. Donc, merci à toi de me l'avoir fait remarquer. Et puis ensuite, c'est Saphir qui m'a permis de vraiment me rendre compte qu'en fait, j'avais oublié d'enlever, enfin oublié, j'étais passé à côté de ce paix. Et merci beaucoup Saphir. Merci beaucoup à vous deux qui m'ont fait remarquer ça, parce que putain, c'est terrible de laisser. Je suis désolé pour le promo, mais c'est terrible de laisser un paix sur une vidéo. Il y a de la proximité, clairement, il y a de la proximité. Merci beaucoup à vous deux. Et du coup, je l'ai enlevé. Bah oui, évidemment, je l'ai enlevé. Le but. Non, mais je veux bien qu'on soit décomplexé. Ça me fait pas. C'est pas grave, tu vois, que 500 personnes aient entendu mon paix. Mais autant que ça reste pas. Bref, merci beaucoup à vous en tout cas pour vos retours sur les épisodes de Thread Horreur. Comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres concepts qui arrivent bientôt. Pour vous donner une idée, j'ai déjà enregistré justement le premier format de carnet de voyage qui raconte mon histoire à Strasbourg, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et justement, en fait, la démarche, comme je vous l'ai déjà dit, c'est même pour moi seul de me remémorer peut-être plus tard ce voyage, parce que les souvenirs, mine de rien, ça reste toujours, mais ça se tarit. Donc je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir une trace de ce voyage. Donc je l'ai déjà enregistré, je vais le mettre en forme, et puis je le mettrai en ligne, et voilà, ça va être sympa. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour tous vos retours, merci pour votre soutien, c'est juste génial. N'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire, moi ça me fait extrêmement plaisir de parler avec vous. Et puis on est encore une très petite chaîne, 800 personnes, c'est énorme, en vrai c'est énorme. Mais je peux répondre à tout le monde. Ah, s'il y a 800 commentaires, on va commencer à transpirer, mais ce ne sera jamais le cas. Voilà, il faut se le dire. Donc n'hésitez pas, moi ça me fait extrêmement plaisir justement de parler avec vous. Notamment, il y a aussi une personne, voilà j'enchaîne, qui m'a demandé de mettre à disposition une adresse mail pour que vous puissiez m'envoyer vos propres threads d'horreur. Pour l'instant, Nabil, je te réponds là. Je t'ai dit effectivement que pour l'instant j'avais pas décidé de le faire, c'est tout simplement parce que je considère que la chaîne est encore petite. Je préfère garder ça pour parce que c'est un format que je ferai certainement, peut-être pour la chaîne, pour quand la chaîne sera un peu plus grande, mais sachez justement que c'est un projet aussi, ça me fait plaisir d'écouter vos histoires et de pouvoir les raconter. En revanche, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que si je raconte et que vous m'envoyez du coup vos histoires thread d'horreur, moi vous savez que j'ai un esprit extrêmement critique, donc au même titre que je suis critique lorsque je lis une histoire sur Reddit, en m'envoyant une histoire, vous prenez le risque que je sois critique envers cette histoire. Et moi je veux pas me retrouver dans une situation où je serais du coup sceptique par rapport à votre histoire et où ça vous blesserait parce que vous êtes certain qu'elle est réelle et que moi je n'y crois pas. Donc il faut bien prendre en compte le jour où et je le redirai dans tous les cas, où j'enverrai cette adresse email pour que vous m'envoyiez vos threads d'horreur. Il faut bien prendre en compte que moi je suis sceptique et que ma façon de voir les choses c'est aussi de douter de ce que je lis. Donc voilà,
je vous fais cette annonce et puis je fais un petit disclaimer en même temps, mais ce sera un format qui apparaîtra sur la chaîne à un bout d'un moment. On approche petit à petit des 900 abonnés. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Je me répète, donc je vais conclure ici. Merci beaucoup, j'espère que vous allez tous très bien, portez-vous bien. Et puis un gros bisou, à la prochaine. Allez, salut. Faut se poser un peu. Faut se poser. Waouh, 32 minutes. Mais j'ai même pas fini l'histoire. Moi qui ai annoncé 45. Waouh, putain, j'ai vu gros. Pour vous donner le contexte, je fais une petite pause dans le récit parce que faut respirer un peu et je viens de constater qu'il y a 32 minutes, c'est monstrueux. Bref. Voilà, vous aurez sûrement ça à la fin de l'épisode. Gros bisous.